C'est l'un des paris les plus forts ou les plus fous de la République en cette deuxième décennie du XXIe siècle. Un pari voulu et approuvé par référendum par les habitants de cette île minuscule, Mayotte, située à 8000 km de la métropole, au bord du canal du Mozambique. Avec sa forme d'hippocampe, elle enracine ses fondations volcaniques vieilles de 8 millions d'années dans l'un des plus grands et des plus beaux lagons du monde. Ce pari, Mayotte devient le 101e département français en 2011 et le 5e DOM, département d'outre-mer. C'était en mars 2009 que ces quelques 180 000 habitants, à 95% de religion musulmane, ont voté à 95% oui pour devenir des Français à part entière, avec tous les devoirs et les droits que ce nouveau statut va entraîner pour chacun d'entre eux, et qui résulte d'une histoire insensée, presque à contre-courant des grands souffles pulsants. Comment ? Pourquoi ? Quels enthousiasmes, quelles contradictions, quels espoirs, quelles inquiétudes suscite ce changement de statut ? Tel est le sujet de ce film. Tel est le pourquoi de ces rencontres avec ces Mahorais qui vivent depuis toujours selon les principes de la Moussada, un système social qui repose sur l'entraide, le partage et la solidarité. Ce fut la rencontre avec cette paysanne illettrée de 53 ans. Ce fut cette jeune fille, ancienne candidate au titre de Miss Mayotte. Ce fut Martial Henry, grand historien. Ce fut Enoudine Madi, le directeur adjoint du lycée agricole. Ce fut Amidoum Kolo, syndicaliste. Ce fut le maire de Bandjaboua qui lutte pour un environnement meilleur. Ce fut le préfet de l'île. Ce furent de nombreux éducateurs, de nombreux médecins. Ce fut Nils, cet amoureux des grands fonds sous-marins et ardent défenseur de l'environnement. Ce furent des politiques, Sarah Moussoun, la seule élue au Conseil général, Ahmed Atoumani Douchna, président actuel du Conseil général, et son prédécesseur. Ce fut Saounati, cette petite fille timide qui en une journée doit s'exprimer en 3 langues à l'école et chez elle. Ce fut surtout tous ces jeunes qui représentent 60% de la population de l'île et prendront en charge son futur. Et bien sûr des artistes, des écrivains, Bous, musicien hip-hop, Sandati, ardente défenseuse de la cause des femmes, Dominique, animateur radio passionné par Mayotte et sa culture, Miki Dash, musicien et candidat aux élections cantonales, Nassur, auteur de 13 œuvres théâtrales ou romancières, et Jeff, chorégraphe de danse contemporaine. Ce fut aussi cet immigré clandestin qui raconte la peur de vivre dans cette île, qui bat tous les records d'expulsion. Ce fut Youssouf Madi, ce jeune imam, cadi de surcroît, qui défend un islam très tolérant. Et il y en eut beaucoup d'autres. Bienvenue donc à Mayotte, désormais le plus petit département français avec ses 22 km de large, ses 40 km de long et ses bizarreries comme l'arrivée à son aéroport. Il faut pour rejoindre la capitale franchir un bras de mer sur une barge en 20 minutes. C'est le département le plus jeune de France. 50% de sa population a moins de 20 ans. Abordons son histoire, ses perspectives d'avenir et bien sûr sa stupéfiante transformation depuis 20 ans. Un peu d'histoire. Mayotte fut à l'origine peuplée d'Africains venus de l'est de l'Afrique, puis par des sacs à lave venus du nord de Madagascar. Les premiers contacts avec l'islam se firent via des navigateurs shiraziens venus de Perse qui s'installèrent à Mayotte au XIVe siècle. Les premiers Européens firent de Mayotte un point de ravitaillement sur la route des Indes dès le XVIe siècle. Et c'est en 1841 que la France, chassée de l'île Maurice par les Anglais, chercha une autre base de ravitaillement. Le sultan d'alors, Andrianan Souli, ayant peur d'être envahi par les troupes du sultan d'Anjouan, son voisin, décide de vendre son île aux Français. Le négociateur du roi est le commandant Passot. Passot était un homme numaniste qui a été chargé par l'amiral Dehael de négocier avec Andrian Soul pour la cession de Mayotte. Ce n'était pas la vente comme certains historiens veulent le faire croire, c'était une cession de Mayotte. 40 ans plus tard, la France colonise les autres îles des Comores,
Alors, les Français venant surtout de la Réunion ou de l'île Maurice s'installent sur la Petite Terre et se lancent dans la culture du sucre et de la vanille sur la Grande Terre. Les vestiges de la colonisation sont toujours présents. L'ancien palais du gouverneur, conçu par Gustave Eiffel, et oui, mais il ne vint jamais sur place, la petite église catholique. Le premier hôpital de Mayotte qui sera jusque dans les années 80 le seul de Mayotte. Et les bases militaires dont la plus importante actuellement est celle de la Légion étrangère. Au début des années 60, soufflent les grands courants des indépendances. Les Comores acquièrent une autonomie interne, tout en restant françaises. Les hommes politiques des îles, les fonctionnaires comoriens gèrent l'archipel. Et en 1966, le vice-président du gouvernement des Comores décide de transférer la capitale administrative de ces îles de Dzaoudzi à Mayotte, à Moroni en Grande Comore. À Mayotte, c'est la révolte. Et ce sont les femmes qui s'y mettent, les célèbres chatouilleuses. Elles craignent le départ de leur mari à Moroni ou la perte de leurs emplois. Et plus encore, que la fin du statut de capitale pour Dzaoudzi n'affaiblisse l'économie mahoraise au profit des autres îles avec lesquelles les relations ont été depuis toujours tendues. On les appelle les chatouilleuses parce que ce sont elles qui ont certes déclenché la révolte, entre guillemets, vis-à-vis du président comorien en 1966. Vous savez, quand un représentant du gouvernement des Comores arrivait ici, plutôt que de jeter des cailloux, Madame Zenam Déré, qui était à la tête de ces chatoueuses, a demandé à ses ouailles, à ses partisanes, de chatouiller et non pas de jeter des cailloux ou de jeter des choses qui risquaient de blesser la personne. Ils chatouillaient les ministres qui venaient à l'époque. Ils chatouillaient les hauts fonctionnaires des administrations des Comores qui venaient en mission ici. Et c'est d'où le nom des chatouilleuses. Mais en fait, Zenam Déré, dans son esprit, c'est pour éviter la violence. Mais les Comores clament leur droit à l'indépendance, comme cela s'est fait dans les années 60 dans toutes les possessions françaises. Un premier référendum est organisé en 1974 dans chaque île. 3 d'entre elles votent pour l'indépendance. Mayotte la refuse, poussée par l'une des plus grandes personnalités politiques de l'île, Inoussa Bamana. Nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse de le terme. Les Mahorais, voyez-vous, avaient cet sentiment de frustration pendant l'époque d'autonomie interne, était fondé sur le fait que, vous savez, les Mahorais héritaient leur terre agricole par la coutume, hein, c'était traditionnel, mais très peu savaient qu'il fallait avoir un titre de propriété. L'administration de l'époque, qui était à prédominance grand comorien et anjouanais, favorisait les gens des îles voisines, en particulier les Anjouanais, même si ces Anjouanais ne résidaient pas à Mayotte. Ils avaient la facilité d'acheter de terrain. Donc, un habitant de Mayotte, un paysan de Mayotte, se voyait un jour son terrain agricole titré au nom d'une personne d'origine anjouanaise qui était soit à Mayotte ou qui était à la Grande Comore. Ce mouvement d'appartenance de Mayotte à la France, de renforcement de l'appartenance de Mayotte à la France est né de cette situation de frustration et de spoliation des terres. L'indépendance pour cette population était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas du tout accepter. Un second référendum se tient en 1976 uniquement à Mayotte. La volonté d'appartenir à la France est confirmée. Mayotte devient alors une collectivité territoriale d'outre-mer et pour la métropole se pose la question célèbre, mais que faire de Mayotte ? Il est vrai que la France ne se préoccupait pas beaucoup de Mayotte. Le développement est resté figé depuis les années 1946 jusqu'aux années
80. Je pense que Mayotte ne présentait pas beaucoup d'intérêt, ni économique, peut-être même, ni stratégique. En 2007, lors de sa campagne, Nicolas Sarkozy promet à Mayotte que s'il est élu, il lancera un nouveau référendum sur la départementalisation, ce qui fut fait en 2009. À Mayotte, c'est un héros. En fait, si nous sommes arrivés aujourd'hui à la départementalisation de Mayotte, c'est vraiment un combat des Mahorais, la ténacité de cette population qui en est en partie la cause. Et lors d'un discours prononcé en janvier 2011 à la Martinique, le président Sarkozy évoquera l'importance stratégique de Mayotte, car c'est là où sont implantées les grandes oreilles d'un des plus importants centres d'écoute de la République. Il balaye toute l'Afrique et tout l'océan Indien jusqu'à l'Australie. Je crois que le positionnement de Mayotte à l'entrée de ce canal du Mozambique fait que cet emplacement est de plus en plus stratégique. Il l'est déjà aujourd'hui parce que lorsqu'on trace un rayon de 1000 ou 1200 km autour de Mayotte, on constate qu'il y a 40 000 ressortissants français qui habitent et qui vivent dans cette zone. Donc, Mayotte pourrait être un espèce de porte-avions, en tout cas pour recevoir ces ressortissants qui seraient en danger et pouvoir ensuite les évacuer vers l'Europe ou vers la métropole. Et le deuxième point, ce qui est important, c'est que, comme l'ensemble des territoires d'outre-mer, Mayotte représente une zone économique exclusive de 70 000 km², c'est-à-dire pratiquement les 3/4 du Portugal, ce qui est important. Et donc, on sait que les mers sont très riches, et donc on a une potentialité très forte de développement grâce, je dirais, à cet environnement maritime. Et troisième raison qui est importante parce qu'elle est en train de se développer, c'est que nous sommes à la limite sud de la zone de piraterie du bassin somalien. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer que des bâtiments viennent faire relâche pour changer les équipages de protection, mais aussi débarquer leurs marchandises. Je pense notamment aux thoniers seineurs espagnols qui sont intéressés pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures ici à Mayotte pour, débarquer le produit de leur pêche ici à Mayotte. La départementalisation est donc là. Le droit républicain remet évidemment en cause certains aspects du droit coutumier, fortement inspiré de l'islam, notamment la justice qadiale. Un islam qui a commencé à s'implanter ici, à Tsingoni, ancienne capitale du sultanat de Mayotte, et où se trouve la plus ancienne mosquée de l'île, construite à la fin du XVIe siècle. Donc c'est à partir d'ici, de ce village et de ces monuments-là qu'on verra que l'islam va se propager un peu partout sur Mayotte. La mosquée, c'est juste ce premier bâti, juste cette partie-là, jusque-là. Donc ça, c'est la mosquée de l'époque. Donc on se situe en 1538. Une épaisseur de mur assez importante quand même. Donc c'était fait vraiment pour que ça dure, soit quelque chose de solide. C'est un islam très tolérant, très convivial et généreux, qui a cimenté et cimente toujours la société mahoraise. La polygamie est interdite depuis 2005. Le cadi était jusqu'en 2008 le seul juge de proximité de Mayotte. Son rôle va disparaître. Le jeune cadi s'appelle Youssouf et c'est son adjoint et interprète, Soula, qui nous explique le rôle de ces écoles religieuses. C'est qu'on est vraiment dans l'apprentissage de la citoyenneté. On est vraiment dans la promotion des valeurs universelles, laïques et religieuses, respect des autres dans les écoles publiques. Donc on est vraiment dans une éducation effectivement civique. Et ce jeune imam, Youssouf, est donc aussi un cadi, c'est-à-dire un juge local religieux. Mais la départementalisation va supprimer justement la justice qadiale. À quoi servait-elle et que vont-ils devenir? La mission des cadis,
et serait de régler les petits problèmes, les petits litiges, les petits risques qu'il peut y avoir, comme une mission un peu de médiation entre les deux. Donc, pour régler un problème familial qui peut être lié à l'enfant, au couple, à l'héritage. Actuellement, c'est le Conseil général, donc la collectivité, qui paye les cadis. Depuis toujours, c'est l'État qui rémunère les cadis. Je veux dire, en métropole, en France, où les religions se subviennent à elles-mêmes par les dons des fidèles, etc. Donc l'idée, c'est quand même de permettre à ce que le Conseil général se désengage financièrement, progressivement bien sûr, je dirais, de la chose religieuse, de manière à ce qu'il y ait une certaine forme de laïcité, en tout cas dans le soutien matériel. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse, mais on nous a dit qu'on pourrait être des médiateurs. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire un peu de les ramener dans... On attend d'eux en fait un rôle à la fois de médiation et un rôle un peu juridique. Donc c'est d'essayer de voir si d'aventure, on ne peut pas imaginer des formations comme on le fait sur d'autres imams, etc., qu'on l'on fait dans le cadre du CRFM au niveau national. Pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais on peut l'imaginer, en tout cas, de travailler dans ce sens-là. Moi, je suis français. Donc en étant français, moi, je ne pense pas qu'il devait y avoir deux justices en France. Donc le cadi, bon, je le comprends, ils ont travaillé là-dedans pendant plusieurs années, mais il faut qu'ils comprennent que la France, on est français, on veut devenir français et on est français, et qu'il n'y a qu'une seule justice en France. L'autre statut qui change, et a déjà changé, c'est celui des femmes, comme cette paysanne qui est illettrée. Jusqu'en 2002, elle n'allait pas à l'école. Tradition oblige. Cette petite fille s'appelle Sanouati. Elle a 11 ans. Elle vit chez ses parents dans la commune de Kombani. Elle se lève très tôt, à 5 heures du matin, parle avec sa famille dans sa langue maternelle, le shimaoré, et puis se rend à l'école primaire où elle parle en français. On donne aux élèves à la fin de la matinée, à 11 heures du matin, un fruit et un sandwich. Elle y reste jusqu'à 15 heures. Elle se rend alors à l'école coranique où elle doit parler arabe. Mais une heure plus tard, elle revient chez elle où elle reparle shimaoré et aide sa maman à préparer le dîner. Une journée fatigante, comme pour tous les enfants de Mayotte. Comme les élèves du collège de Tsingoni, dont nous avons rencontré le principal. Les élèves se lèvent très tôt, vont à l'école coranique, puis viennent ensuite à l'école de la République. Donc effectivement, ça leur fait de très longues journées. Il y a 1300 élèves dans ce collège et sur toute l'île, il y a 8 lycées et 19 collèges et de nouveaux lycées sont en construction. Là encore, on revient de très loin. En 1976, il n'y avait comme seule structure éducative qu'un seul collège situé sur la Petite Terre et qui accueillait surtout les enfants des métropolitains ou ceux des riches Mahorais. C'est pour cette raison que beaucoup de Mahorais plus âgés sont illettrés. Aujourd'hui, ils sont à peu près 81 000 jeunes gens et jeunes filles scolarisés, et avec le taux de naissance très prolifique de l'île, ce nombre ne pourra qu'augmenter. Donc on va vers des BTS, on va vers des licences professionnelles. Pour beaucoup, des études à ce niveau-là doivent être délocalisées et ils vont en général en métropole ou à l'île de la Réunion. Il y a la possibilité de faire des études universitaires pour certaines matières comme le droit, les lettres, l'histoire-géographie. Et ceci se passe à Mayotte jusqu'à la 2e année. En tout cas, ici, nos élèves sont plutôt intéressés par des métiers qu'ils pourraient exercer à Mayotte,
ils vont vers des métiers qui sont généralement des métiers plutôt l'artisanat, le bâtiment, ils veulent être plombiers, ils veulent être charpentiers, ils veulent construire des maisons, voilà. Donc ils savent déjà un peu ce qu'ils veulent faire. Et il y a également pas mal d'enfants qui sont intéressés par l'agriculture. La maîtrise de la langue française est certainement à certains moments un handicap, mais ils ont des capacités de réussir tous les examens et toute leur scolarité de la même manière que tous les enfants qui sont accueillis à Mayotte. C'est vrai que, mais si c'est parfois une difficulté parce que des mots n'ont pas vraiment la même signification pour eux et posent des difficultés, ils sont tout à fait capables d'acquérir cette maîtrise. Tout à fait capables. Nous accueillons beaucoup de Comoriens ici et ils ont quand même des papiers. L'école n'a pas pour but de vérifier et de faire le travail de la police de l'air et des frontières. Martial Henry le disait tout à l'heure, le rôle politique des femmes a été fondamental dans l'histoire de Mayotte, avec en particulier les Chatouilleuses en 1967 et Zéna Mérès, leur leader. Mais l'île, disait-il aussi, est une société matriarcale. Les femmes, par exemple, lorsqu'elles se marient, amènent en dot le logement conjugal, dont elles restent propriétaires, même si leur mari les quitte. Mais l'application des lois républicaines interdit depuis 2005 l'une des institutions traditionnelles venues de l'islam, le mariage polygame. Contrairement à la rumeur locale, le nombre des femmes et des hommes est quasiment équivalent. Une mesure bien accueillie par les jeunes femmes comme celle-ci, candidate au titre de Miss Mayotte en 2010, en train de se faire maquiller de façon traditionnelle. Je pense pas parvenir à épouser un polygame vu mon état d'esprit et vu ma façon de voir les choses. C'est que je sais que je ne supporterai pas de partager. Il y en a souvent, les Mahoraises, elles ont tendance à accepter d'avoir un mari qui partage 2 foyers. Et elles vivent comme ça. Mais c'est souvent, surtout si ça concerne les femmes qui n'ont pas de travail et qui ont des enfants, elles n'ont pas les moyens, donc forcément elles acceptent. Des jeunes comme moi, il y en a qui acceptent. J'en connais. En fait, au début, ils ont arrêté la polygamie avec la loi française, mais la religion le permet. Et ils ont essayé de trouver un moyen pour que le cadi puisse mettre un terme à cela, qu'il n'y ait pas de mariage traditionnel. Le problème de la deuxième femme, c'est qu'elle ne bénéficie pas d'aide sociale, étant donné que ce n'est pas reconnu par la loi et que c'est interdit maintenant. Donc forcément, elle se retrouve dans des difficultés qu'elle ne peuvent pas souvent gérer. Sarah Moussoun est membre du Conseil général et la seule femme élue à cette assemblée. De plus en plus de femmes prennent des responsabilités politiques. Les maires de 2 communes mahoraises sont des femmes. Mais Sarah, bizarrement, nuance les propos officiels sur la polygamie. La polygamie, il y a eu un amendement, maintenant les textes sont là et en droit commun, on ne peut pas être polygame. Mais dans les faits, la polygamie existe toujours et elle existera. Ça s'arrêtera au fur et à mesure de l'évolution de la jeunesse qui vient, qui voyage, avec la vie de plus en plus difficile. C'est comme les enfants, on n'en fera plus comme avant, on en faisait 6, parce que ça a baissé parce qu'il faut les éduquer. Donc la polygamie, elle est toujours présente. Et je vous dirai pourquoi, pour une simple raison. Il faut être marié pour avoir un statut, avoir le statut d'épouse. Et lorsqu'elles reviennent au pays, soit les parents ont déjà, avec des arrangements qui existent toujours, vont contacter la fille en disant « tu reviens au pays cette année, donc nous allons te marier parce que tu es en âge de te marier ».
ça se passe très bien parce que ça s'est concerté, la fille a choisi. Mais on a encore des gens où on impose les époux à certaines filles, notamment à une certaine catégorie de population, parce qu'il faut sauver l'honneur de la famille, parce qu'on dit toujours que lorsqu'elles font des études, qu'elles vont partir en métropole, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on préfère d'abord les marier pour être sûr au moins qu'il n'y aura pas quelque chose contre nature qui puisse se faire. Quand la femme était mariée, même elle savait que le mari était polygame. Quand le mariage polygame était reconnu, parce que je parle du droit local, l'enfant qui naissait dans ce mariage était un enfant légitime. Ce n'est plus le cas. Alors est-ce que maintenant, alors que ça se fait toujours, on n'en fera que des petits-enfants naturels? Et c'est ce qu'on n'aurait pas souhaité non plus. Donc pour que l'enfant puisse être légitimé, soit la possibilité qu'elle a, elle change de statut, passer de son statut de droit local et devenir droit commun, ou dire voilà, j'arrête tout et puis je ne veux pas d'un enfant naturel, je ne me marie pas et je prends mes responsabilités, j'attends, je fais ma vie et le jour où je trouverai un mari, qu'il soit métropolitain ou autre, je me marierai. Et c'est pour ça que je dis que la polygamie avait aussi quelque chose de bien. Ça protégeait les femmes, ça protégeait les enfants, chose qui n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en pense de la polygamie? J'aime pas. De toute façon, maintenant, c'est interdit. Donc, tant mieux pour nous les femmes. On était en train de dire que nous, notre tradition, notre culture ici, c'est très important, même si à la France, on a double culture, on a la culture métropolitaine et aussi notre propre culture d'ici. Donc nous, malgré ces deux cultures-là, on tient quand même à sauvegarder notre danse traditionnelle, nos instruments, etc. C'est une chanson que moi, parce que j'estime qu'en tant que femme, j'avais des messages à faire passer par rapport à la violence faite aux femmes. Et donc, cette chanson-là parle justement de cette violence. Je demande à toutes les femmes, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou ailleurs, de briser le tabou et d'en parler. Elle, c'est Sandati, la nouvelle star montante de la chanson mahoraise, et qui mène aussi un combat pour l'émancipation des femmes. Son principal succès, tout récent, est sa chanson pour dénoncer le scandale des femmes battues. Un thème rarement abordé dans les médias locaux, jusqu'à l'arrivée de sa chanson sur les radios. Autre tradition, ce maquillage qui orne les femmes de la région, du nord de Madagascar aux Comores, en passant par Mayotte. Mon but est de sauvegarder la tradition qui se perd très très vite, c'est-à-dire la beauté de la femme. Ça veut dire le masque de beauté, un cinzano, avec du bois de santal. On frotte le bois sur une pierre de corail avec un peu d'eau et ça fait une pâte lisse. Et après on passe sur le visage, ça sent bon, c'est naturel et ça laisse la peau douce. C'est des dessins qu'on faisait la mariée. Comme on n'avait pas de bijoux, on n'avait pas grand-chose pour la dot, et pour se décorer, la mariée, pour faire un mariage confort, notre jasmin, la décoration là, le mcinzano avec le jasmin, ça suffisait. Autre particularité de la mode ici, toutes les femmes ou presque portent des châles ou des foulards. Mais il s'agit tout simplement de se protéger élégamment du soleil. Voilà, la départementalisation entre en vigueur avec les changements qu'elle entraîne. C'est traditionnellement en février que le président du Conseil général, Ahmed Atoumani Douchna, présente ses vœux de nouvelle année aux responsables de tous les secteurs de l'île dans les jardins de ses bureaux qui surplombent la ville de Mamoudzou. C'est de tout cœur que je souhaite à chacun d'entre vous une bonne année 2011. En ce début de l'année 2011,
J'ai l'intime conviction que les Mahorais peuvent être optimistes. Il est vrai que depuis 3 ans, on ne peut pas dire que nous ayons à gérer une situation facile. Je parle bien entendu de la situation financière du Conseil général. Mais avec un déficit ramené de 72 millions d'euros à moins de 35 millions, je dis bien à moins de 35 millions, on peut dire que les temps les plus difficiles sont derrière nous. Alors on a le souvenir D'abord, on a le souvenir d'un territoire extrêmement attachant, extrêmement passionnant, avec une culture certes éloignée des canons métropolitains, mais extrêmement riche. Le souvenir aussi de moments difficiles, parce que Mayotte est un territoire en plein développement, un territoire en tension aussi, c'est normal, quand on se développe, un territoire qui subit des tensions entre des cultures, des tensions sociales, tensions politiques parfois. Le débat qui a le plus occupé Mayotte ces dernières années, c'est-à-dire la départementalisation, c'est un territoire en grande transition. On manifeste souvent à Mayotte, contre le relèvement des prix de la barge, contre l'état des écoles primaires, contre le non-alignement des salaires sur ceux de la métropole, contre la réforme foncière. C'est la démocratie, et les Mahorais ont toujours fait preuve d'une grande indépendance intellectuelle et politique. J'ai envoyé une demande d'audience, demandant monsieur le vice-recteur. Sur profil, c'est fini l'imitation. Un proviseur. Il y a du reste plusieurs partis politiques, dont celui auquel appartient Sarah Moussoun, organisatrice de ce meeting. Nous allons dans une modernité, donc il faut bien que nous suivions, et les femmes ont aussi leur place. Surtout quand on sait que pour défendre cette île, c'était un combat des femmes. Donc je pense, et il est tout à fait normal, que la femme aussi ait sa place, pas seulement dans le domaine administratif, mais aussi dans le domaine politique. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, que je me suis présentée. Et ce n'était pas ma première tentative. J'ai eu une première tentative, c'était dans les années 2004, où je m'étais présentée au sénatorial. Donc j'étais aussi la seule femme. Donc je pense que c'était une façon aussi pour moi de montrer à mes collègues femmes de ce pays que nous avons notre place. Nos parents, nos mères se sont battus vraiment à force. Et pourquoi pas aujourd'hui aussi que les femmes puissent avoir ces responsabilités. La départementalisation a été votée avec enthousiasme par les Mahorais. Mais ces règles ont-elles vraiment été bien comprises par l'ensemble des habitants de Mayotte? On nous a imposé un pacte par le président de la République. Le président, et ce pacte n'a pas été négocié du tout. Le président de la République est venu ici à Mayotte en disant que le pacte sera ni décéléré ni accéléré. C'est-à-dire pour arriver à l'égalité sociale républicaine, il faut attendre 25 ans. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité de tous les jours. D'où la déception de beaucoup de Mahorais. Vous faites un sondage ici, et bien les gens s'interrogent. Donc l'État a décidé, notamment le président de la République, d'ériger Mayotte en département parce que la population l'avait demandé, mais derrière, sans aucun moyen. Le pacte n'a pas été expliqué. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que la départementalisation, c'est la question des pas géométriques, où les gens habitent, et qui ont habité depuis des générations et des générations. Donc aujourd'hui, l'État vient leur dire, écoutez, vous n'êtes pas chez vous. Si vous voulez rester là, il faut acheter le terrain. Vous êtes propriétaire, il faut un titre. Mais le droit coutumier est balayé de revers. Donc vous imaginez toutes ces questions que les gens se posent, ils veulent construire leur maison, ils ne peuvent pas, parce que le terrain n'est pas à eux. Les gens qui veulent un habitat social aussi, lorsqu'ils font une demande de prêt à la banque, quand ils ont leur fiche de paye, comme ils n'ont jamais travaillé, ils mettent 0, la banque ne suit pas. Le système fiscal de Mayotte va être chamboulé. Les communes ne collectent pas d'impôts locaux. Elles ne vivent que grâce à des sommes allouées par le Conseil général et des fonds de péréquation. Beaucoup sont exsangues, au bord de la faillite, leur état est catastrophique. Mais quelques-unes s'en sortent,
grâce à une gestion très rigoureuse, celle de Bandjaboua par exemple. C'est une commune située près du port de Longoni, rencontre avec son maire. La commune de Bandrabois, au jour d'aujourd'hui, le dernier recensement, ça fait plus de 9000 habitants. Les gens de la commune de Bandrabois travaillent essentiellement dans l'administration, particulièrement à l'éducation nationale. Il n'y a pas assez des entreprises privées qui sont installées dans ma commune, ce que moi j'en demande. Comme on le voit sur la carte de Mayotte, donc Bouyouni, il est à côté du port de Longoni, donc ce qui favoriserait l'installation de cette zone, comme on le voit maintenant que Longoni commence à être saturé. Donc là, il faut que nous, à la commune de Bandrabois, on en profite de cet élan-là pour créer notre zone industrielle, pour favoriser les investisseurs pour s'installer dans la commune de Bandrabois, pour préparer 2014, comme il y en aura la fiscalité locale. Donc nous, on est prêts à ça, on est prêts à relever ces défis-là. Un développement économique qui est voulu par tous, y compris par les grands syndicats qui sont tous présents sur l'île. Quand vous nous dites qu'à Mayotte, les choses bougent, oui, les choses bougent puisqu'on revendique l'égalité sociale. On revendique l'égalité par rapport au département d'outre-mer. Notamment à Mayotte, on n'avait pas, j'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas le statut de la fonction publique de l'État. Maintenant qu'on l'a, nous allons revendiquer l'indexation sur salaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à Mayotte, on est le territoire où le coût de la vie est le plus élevé et le salaire, paradoxalement, est le plus bas. L'égalité de salaire avec la métropole, c'est un point de revendication. D'ailleurs, jusqu'à juillet 2010, on a pu négocier jusqu'à en équivalence du SMIC national à 85% du SMIC net. Les profs, les enseignants du premier et second degré ici qui sont rassemblés pour montrer que la départementalisation arrive au 31 mars, au 1er avril, on rentre dans l'article 73, sauf qu'au niveau de l'éducation, on est au niveau du ministère de l'Éducation nationale ici, au niveau du vice-rectorat, on est encore loin de ça. Alors on nous crie sur tous les toits que le droit commun rentre effectivement au 1er avril, sans que ce soit un poisson, mais nous en tout cas à l'Éducation nationale, le droit commun, on en est encore très loin. Donc un chiffre très précis. 4000 élèves qui sortent du système à Mayotte, diplômés. 4000. 1000 places sur le marché du travail. 3000 qui restent sur le carreau. C'est bien beau de faire des beaux discours sur la départementalisation et le 101e département avec le président Sarkozy qui arrive sur sa barge, mais à un moment donné, il faut sortir de ça. Et la métropole et l'Hexagone ne voient pas ce genre de problème ici, ne voient pas ce genre de problème, et c'est de manière plus grave pour les politiques et pour nos gouvernants. Les médias se multiplient. La télévision n'a vraiment couvert l'île qu'en 2006. C'était alors France O, appelée maintenant Mayotte Première. Il y a une demi-douzaine de radios commerciales. Il y a plusieurs journaux, dont même un bi-hebdomadaire satirique. Visite au plus lu d'entre eux, Mayotte Hebdo. Rencontre avec 2 de ses responsables. Donc effectivement, il y a une petite tranche de la population qui est lecteur potentiel parce que le marché est petit. Aujourd'hui, on a à peine 200 000 habitants, parce qu'une large partie de la population est très jeune et donc ne lit pas les journaux, ce qui est assez normal, parce qu'il n'y a pas d'habitude de la lecture de la presse comme en métropole ou même à La Réunion ou à d'autres endroits il peut y avoir. Parce que les anciens, pour une bonne partie d'entre eux, n'ont pas eu l'occasion, la chance d'aller à l'école et ne maîtrisent pas la langue et donc n'achètent pas les journaux. Je suis plus une fille de la société, vu que moi je suis née à Mayotte, que je parle maoré, je parle kibouche, qui sont les 2 langues maternelles ici. Et je vais plutôt beaucoup à la rencontre des gens, justement pour le côté proximité. J'ai la chance d'être née ici, d'avoir vécu ici, et les gens en général, je pense qu'ils me font confiance. On n'a clairement jamais eu la moindre pression, c'est une presse totalement libre, autant du côté économique que politique. On a pour parti pris de donner la parole à tout le monde. S'il y a une grève, on va voir le patron et les ouvriers, chacun ou les employés, chacun donne son point de vue et on les met dans le journal. Voilà. Après, c'est aux lecteurs de se faire leur opinion, c'est un de nos principes. Et au niveau politique, de la même façon, et c'est peut-être pour ça qu'on est là encore après 10 ans, c'est quand même le
journal qui a vécu le plus longtemps à Mayotte. J'espère que ça durera encore très longtemps. Mais c'est peut-être parce que quand il y a des élections, on donne la parole à tous les partis. Systématiquement, obligatoirement, j'allais dire naturellement, on donne la parole aux uns et aux autres. Voilà, le seul à qui on n'a jamais donné la parole, c'est le Front National, c'est le point de vue personnel. On va chanter cette chanson ensemble. Pour terminer ce portrait de Mayotte, musique et danse avec Mickey Dash. D'abord en concert dans son village. Il est musicien, mais aussi candidat aux élections cantonales. Il fait partie des nouveaux artistes qui explosent ici, mais aussi dans l'océan Indien et ailleurs. Il prône dans ses textes le maintien et le développement des meilleurs aspects de la civilisation mahoraise. La culture traditionnelle mahoraise est comme dans beaucoup de pays de tradition musicale et orale. Les contes ont une importance essentielle, tout comme les danses et donc la musique. Est-ce que la jeunesse est là? La plupart des artistes contemporains prônent le maintien des manifestations artistiques, des rituels, des danses, bref, de la culture mahoraise, pour combattre la douleur, disent-ils souvent. La musique, la danse sont le mode d'expression artistique de tout le monde. Chaque village, ou plutôt chaque commune par exemple, a sa troupe de débat, des troupes de femmes qui dansent et chantent pour remercier Dieu. Mais surtout, il y a une présence très forte d'artistes contemporains, en littérature, en hip-hop et même en danse contemporaine, avec son chorégraphe qui a mené une partie de sa carrière à New York et à Marseille. En passant par ici, justement, je suis né dans ce village. J'ai eu la chance de pouvoir justement partir parce que c'était pas évident dans les années 80 de pouvoir quitter ici comme ça. Donc j'ai pu partir depuis 85, j'ai quitté Mayotte, je suis parti à La Réunion. L'aventure m'a mené comme ça, puisque j'avais déjà une évocation aussi du corps, comme je peux dire ici à Mayotte. Donc tout cela m'a amené justement partir. Donc je suis parti de La Réunion, je suis parti à Paris. De Paris, je suis parti à Marseille. De Marseille, je suis parti à New York. De New York, j'ai fait le sens contraire, rentrer à Mayotte. Et tout ça avec justement je peux pas dire c'est le hasard, je sais pas si c'est la danse qui m'a amené ou c'est moi qui ai amené la danse, mais il y a ces choses-là, justement, toutes ces rencontres qui étaient déjà faites depuis ici, puisque je suis issu quand même d'un pays de danse, de musique, de chant, donc j'ai été bercé de toutes ces valeurs-là. J'ai voulu retourner ici à Mayotte, ici où il n'y a rien. C'était justement pour retrouver mon histoire, de retrouver cette subtilité. C'est vrai que je suis beaucoup inspiré de nos postures quotidiennes, de notre façon d'être, de notre façon d'observer, de notre façon d'écouter. Donc, et puis en observant justement ici la population justement, et même les danses, même nos danses, toutes ces danses, des danses, des frappes, des danses, parce que justement j'ai vu aussi ce qui manquait, aussi, ça m'a donné aussi l'idée de ce qui manquait dans nos danses que j'ai pu aussi avoir. Donc c'est toute une inspiration comme ça que ça me donne justement à travers ma culture ici. Donc c'est là où justement j'ai pu essayer de trouver des subtilités, des choses auxquelles vraiment qui nourrit beaucoup aussi à mon travail. Mes danseurs ont pu comprendre, parce que mes danseurs, ils n'ont jamais bougé encore d'ici. C'est vrai que c'est là où ils ont pu comprendre justement notre histoire, notre danse, qu'en fait on traduit justement nos vécus du passé. Ile suku ipara ya wami wanyesa ihanzi na ihari la miziki ya ntolesa iroho ijijima kula mali bisiri mwaha wa kamili ya hazi yoswiri zamiti rudi tipua inyungu bako. J'ai 25 ans, le hip-hop c'est la musique qui me branche, donc c'est tout à fait normal que ces sonorités-là se retrouvent dans mon album parce que j'aime le hip-hop et c'est ce style de musique-là
qui me fait kiffer. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Mais maintenant, j'y apporte ma touche. Et ma touche, c'est ma culture, c'est ma langue déjà. C'est nos sonorités locaux, parce que c'est ce qui fait qu'on est spécial, c'est les choses qui nous caractérisent et qui caractérisent notre différence. J'ai envie de dire ça un peu comme ça. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est peut-être des différences, mais c'est une richesse en plus. Ladies and gentlemen, 2010 ishi liza unaifanya HMC, Mr. Cooper, you ready? Okay, let's go! La population mahoraise est jeune, on est plus de 60%, il y a 60% de jeunes à Mayotte quand même. Et on a envie d'avoir notre place aujourd'hui, on a envie qu'on nous prenne au sérieux, on a envie qu'on nous donne nos chances, qu'on nous donne les moyens aussi d'arriver à créer ce qu'on a envie de créer. On a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de casser la baraque. Il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des jeunes physiciens, il y a des jeunes musiciens. On n'a jamais pensé à nous, on nous a toujours mis un peu à l'écart. Donc aujourd'hui, il est presque temps de nous laisser un peu notre place et nous laisser faire les choses et nous faire confiance. Et puis vous verrez bien. Ça m'a ouvert sur le parler, ça m'a ouvert sur mon identité, sur ma culture, qui je suis et qu'est-ce que je représente. Je suis originaire d'où, qui sont mes ancêtres. Alors j'ai compris que c'était des Peuls, des Arabes du désert et des Bantous. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui au fil du temps, à force de rentrer dans ce domaine où j'ai appris un peu mon histoire, celle qui est écrite, celle qui n'est pas écrite. Parce qu'on a une culture un peu orale, on va dire ça comme ça. On discute beaucoup, on ne garde pas de traces. C'est dommage. Ouais. Et puis voilà, moi j'ai voulu faire cet album pour donner ma vision de la société à ma génération, pour leur dire ce que j'ai vu et le constat que j'ai pu faire, nous concernant en tout cas. Alors, je m'appelle Nassir Atoumani. Je suis né à Moroni, à la Grande Comore. J'ai commencé donc par enseigner. D'ailleurs, c'est ce que je fais toujours pour gagner ma vie. Et puis, j'ai commencé donc à écrire pour le théâtre. Mon prochain livre, donc, qui sortira probablement, peut-être fin 2011, peut-être début 2012. Le titre, c'est « Tonton, rends-moi ma virginité ». Qu'est-ce que ça raconte? Le titre lui-même, il est parlant. On n'a pas eu cette habitude de lecture. Et cette habitude, maintenant, je pense que le relais devrait être assuré par la nouvelle génération. Malheureusement, les jeunes ne lisent pas encore. La première chose donc, qui va disparaître, c'est d'abord cette simplicité qu'avaient donc les Maoris. Les liens donc très forts de parenté, parce que là, on va de plus en plus dans un monde individualiste, où on vivait donc de ce qu'on appelait la moussada, c'est-à-dire l'entraide collective. Là, c'est l'individualité. Donc moi, je suis chez moi, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, voilà, et cette aide qui était spontanée donc envers l'autre n'existe plus. Cette grande différence qu'il y avait il y a encore une vingtaine d'années et maintenant, c'est quoi? C'est que les maisons mahoraises n'avaient pas de portail. N'avaient pas de portail d'entrée. Donc quand on va chez les Mahorais, on dit Hodi, ce qui veut dire en gros, est-ce que je peux entrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et la réponse c'est Karibou. La moussada dont parle Nassur
cette grande tradition d'entraide et de générosité résistera-t-elle aux nouvelles règles républicaines et à la civilisation individualiste qui s'instaure? C'est évidemment un élément essentiel du pari engagé avec la départementalisation. Wanyu wakazi wa nchi ya Maore, wakati umata uja mashababi narike ashiri vamoja nariende sembeliti wasi wakazi rieshiwo Maore ni amoja yodzalulu hazizo narisikane imhono narivedzane narisaidyane rivengeledze Maore ya meso risikane tongo za rohoni mana wasi wantu wapevoni halo halo wakati uja wa ustezo wadzade wafanya ta ta ta